Le 12 commente l'Euro, Oumar. Bonsoir à tous, salut, on est heureux de vous retrouver pour ce quatrième podcast. Le match du jour, ça a été Italie-Espagne. Très beau match qu'on a suivi avec mon équipe de chroniqueurs. Et elle n'a pas changé, hein, c'est toujours la même. Je suis heureux de vous introduire Willy Wonks. Bonsoir. Avec Karim aussi qui est là. Bonsoir. Et puis celui que vous avez découvert la semaine passée, Boubacar. Bonsoir. Intérimaire prolongé. Du coup, on va débriefer le match. On va débriefer le match avec nos vous avez l'habitude maintenant, avec nos chroniques qui vont arriver un peu plus tard dans l'émission, avec le mercato, comme on le fait, le coup de gueule de Willy Wonks et ce qui s'ensuit. Et puis on va commencer avec le débrief du match qui s'est soldé par la qualification de l'Italie par 2-0, qui a battu l'Espagne et qui a vraiment démontré un très beau football. Mais je vais donner la parole en premier à Karim. Tiens. Pour ma part, ça a été un très bon match de l'Italie. Un match très solide. On connaît la défense des Turinois. Ils sont assez durs sur l'être humain. Le petit Morata, il ne s'est pas trop promené. Mais par contre, les Espagnols, ils ont eu du mal à produire du jeu. Et ça, par contre, ça a été très, 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 très décevant pour moi. Parce que franchement, les Espagnols, j'attendais beaucoup plus. En première mi-temps, les Italiens qui prennent le monopole du ballon, ça très inattendu. Et en deuxième mi-temps, un petit relâchement. Et ils se sont loupés juste sur un marquage sur Piqué. Mais sinon, match très solide des Italiens, très beau match. Victoire méritée. Et déception quand même pour ma part du côté Espagne. Voilà pour moi. Bakar, quelque chose à rajouter? Pour moi, fin d'un cycle côté espagnol. Double tenant du titre, 2 défaites consécutives. Je l'avais dit la semaine dernière, ça faisait 14 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. 2 défaites d'affilée. Et pour moi, il y a plus que ce qu'on voyait les années précédentes. Del Bosque, mauvais coaching. Fabregas, 0. Pedro qui joue pas, franchement, je comprends pas. Et les Italiens, franchement, respect à eux, hein. Ils ont fait le boulot. Respect à Antonio Conte, sa défense. Gigi Buffon, respect à lui. Et franchement, bravo à l'Italie, hein, tout ce que j'ai à dire. Willy? Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match, comme tout le monde, je pense. Et l'Espagne, en fait, ils ont plus cette capacité à presser. Et du coup, on voit que quand leur charnière centrale elle est exposée, elle n'est pas assez solide que ça. Et j'étais très surpris, comme Karim, de voir l'Italie avoir la possession de balle en première mi-temps. On s'attendait plus au contraire et à une équipe d'Italie qui a géré en rencontre. Là, on a eu l'Espagne qui était endormie pendant la première mi-temps, pas une occasion à se mettre sous la dent. On a eu l'Italie qui avait la possession, les occasions, qui était très solide derrière, qui a mis son but et qui après est venu en deuxième mi-temps en se disant qu'ils allaient défendre et prendre les contres. Et c'est ce qu'ils ont fait à la perfection. Les 15 dernières minutes, l'Espagne a essayé de pousser. L'Italie a bien géré cette période-là du match. Et à la fin, ils les ont crucifiés. Donc, match parfait de l'Italie pour moi. Et l'Espagne, je crois que c'est la fin d'un cycle. Il va falloir donner sa chance à la nouvelle génération qui vient après, à savoir les Thiago, Sol Niguez, et Isco et compagnie. Donc, voilà. Ok. Moi, je vais me prononcer sur le match. Ouais, et comme vous l'avez un peu tous dit, je pense que c'est vraiment ce qui a bluffé les gens un peu. On s'attendait à une attaque-défense, mais en fait, on ne s'attendait pas à ce que ce soit les Italiens qui attaquent et les Espagnols qui défendent. On s'attendait plus à... Moi, personnellement, en tout cas, je m'attendais à ce que ce soit les Espagnols qui attaquent en bloc, qui butent à chaque fois sur la très bonne défense italienne. Mais non, au contraire, les Italiens nous ont montré qu'ils savaient jouer aussi. Ils ne savaient pas que défendre, comme on aime bien le dire. Et ouais, non. Après, je pense que au-delà de tout ça, on doit tirer le chapeau à Conte. Franchement, je pense que c'est lui qui, au-delà des joueurs sur le terrain, il leur insuffle un tel... Je veux dire, tes joueurs de l'Italie, tu vois comment ton coach il se comporte sur le côté pendant le match, tu peux que te donner à 300%, je veux dire.
Et quand tu sais que des mecs comme Gigi Buffon, 39 ans, Barzali, Bonucci, Chiellini, ils jouent ensemble, ça fait des années et des années. Je veux dire, ils se connaissent par cœur. Par cœur, pardon. Et c'est ce qu'on a vu aussi côté Italie, c'est que c'était vraiment... chacun jouait pour l'autre. Je veux dire, c'est pas... Il y en a un qui a le ballon et qui s'en débarrasse et qui dit à l'autre, tiens, ou démerde-toi, fais ce que tu peux. Non, c'est vraiment... Chacun joue pour l'autre et au final, on a une équipe qui joue les uns pour les autres et puis ça fait une très bonne opposition. Côté espagnol, moi, je suis assez déçu sur l'équipe dans l'ensemble, mais encore plus sur le coaching, avec des joueurs comme Fabregas qui ont une saison en demi-teinte qui se retrouve titulaire à la place d'un joueur comme Coquet qui a tenu quasiment avec quelques autres éléments l'équipe de l'Atlético Madrid. Et des joueurs comme, je sais pas moi, j'ai envie de rajouter qui, Piqué, et pourtant je suis barcelonais, hein. Et des joueurs comme Piqué qui sont, ils sont assez lâches dans leur jeu, qui sont assez... On pourrait parler de Sergio Ramos aussi. Hein. Ramos, je l'ai pas reconnu moi personnellement hier. Ramos, je l'ai pas reconnu parce que trop de déchets, pas comme il a l'habitude de le faire. Mais après, est-ce qu'il s'est pas mis à l'image un peu de l'équipe entière? Je veux dire, Iniesta, le pauvre, était un peu seul. On peut pas tout lui demander. Et Nolito qui a pas fait son match, pourtant qui a fait un très bon début d'Euro. Morata aussi. Et après, on peut vraiment, celui qui est vraiment fustigé côté espagnol, pour moi, c'est le coach. Hein. C'est Del Bosque. C'est ses choix. Je veux dire, on le voit à la 60e minute, il perd 1-0. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Il reste stoïque sur le banc. Il est assis. Tu te demandes pourquoi. On a l'impression qu'il est resté bloqué en 2008. Je pense qu'il s'est dit ça va se dérouler comme en 2008. Et qu'il est bloqué dans un espace-temps. En plus, le changement, là, en deuxième mi-temps, quand il rentre à Doriz, et à Doriz et Morata, je pense vraiment pas que c'était la bonne idée. Hein, exactement. Et puis il décale surtout Morata sur le côté gauche. C'est ça. Et c'est sans parler, parce qu'il faut de la mobilité avec des défenseurs comme ça. Et pour vraiment lui, pour vraiment lui montrer. Avec 2 points d'ancrage, ça sert à rien du tout. Hein. Ils seront forcément plus forts, c'est sûr. Exactement. Et pour vraiment lui montrer que c'était un coaching assez désolant, c'est Adoris qui se blesse dans les 15 minutes après son entrée. C'était vraiment pas le bon choix, quoi. Non. Mais dans l'ensemble, en tout cas, respect aux Italiens. Ouais. Les Italiens, ils n'ont pas démérité, ils ont vraiment bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça a donné face aux Allemands. Ouais. Parce que les Allemands, ils ont été impressionnants contre les Slovaques. Mais face à une équipe qui défend bien, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Parce que les Italiens, ils sont vraiment impressionnants. Des grandes nations, je pense que c'est l'équipe qui a le moins d'individualité forte. Mais collectivement, c'est l'équipe la plus solidaire, je pense. Ouais, complet, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'avais une question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous pensez en fait, c'est côté italien déjà, côté italien, la défense. Est-ce que c'est eux le point fort? Est-ce que il y a une base ou il y a un truc? Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'ils soient aussi, je sais pas moi, comment dirais-je, solidaires les uns vers les autres? Est-ce que c'est parce qu'il y a une bonne base défensive? Est-ce que c'est Gigi Buffon qui leur a sifflé un truc? Et côté espagnol, est-ce que vous pensez que des joueurs comme, je sais pas, qui n'ont pas été appelés comme Isco, comme Saúl Ñíguez, comme Willy disait, est-ce qu'ils auraient pu débloquer? Est-ce qu'ils auraient pu proposer autre chose côté espagnol? Pour moi, ouais, la défense, c'est le point fort. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, le groupe, je pense qu'il a été assez réaliste aussi. Et c'est parce que les actions ne sont pas trop construites, mais franchement, ça va vite vers l'avant. Non, ça va vite vers l'avant, c'est sûr, mais après, non, c'est pas le top, quoi, franchement. Moi, le point fort, ouais, c'est la défense. C'est sûr qu'ils peuvent compter sur les 3 derrière, en plus du gardien, ça fait 4. Leur BBC à eux. Ouais, leur BBC, ouais. La Juventus, voilà, c'est la défense, on la connaît depuis des années. Elle est toujours solide, elle est toujours là. Après, côté espagnol, je pense que Isco, Saúl Ñíguez, ça aurait peut-être pu changer, mais avec Del Bosque sur le banc, franchement, on ne sait pas ce qu'il aurait fait, quoi. On ne sait pas ce qu'il en aurait fait. Parce que franchement, il y avait Coquet et Thiago Alcantara, il ne les a pas beaucoup utilisés. Donc après, avec les autres, je ne sais pas ce qu'il en aurait fait. Quelqu'un d'autre a autre chose à rajouter ou non? Je sais pas. Ouais, l'Italie, on connaît leur défense, mais je pense que pour moi c'est un tout.
il y a beaucoup de meneurs dans cette équipe. Quand je dis meneur, je parle du sélectionneur, bien sûr. Conte, il est sur la touche, il galvanise les hommes. Il y a Gigi Buffon, c'est un patron. Chiellini, c'est un patron. T'as l'impression que tu as des patrons à chaque étage dans cette équipe. Donc voilà, il y a des Rossi. Voilà, lui aussi, c'est un meneur d'hommes aussi. Et franchement, c'est l'Italie. C'est le groupe qui a félicité. Hein. Je pense que même les remplaçants, même ceux qui ne jouent pas, je pense qu'ils se sentent bien dans cette équipe. Il y a un vrai truc dans ce groupe. Et c'est pas ce que j'ai ressenti côté espagnol. Hein. Donc voilà, après, s'il avait amené peut-être Saúl Ñíguez, est-ce qu'il les aurait utilisés? Parce que je vois qu'il n'utilise pas Pedro. C'est ça, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en aurait fait, comme il dit Karim? Donc franchement, à voir. On ne saura jamais, mais bon, avec des si, on peut refaire le monde. Donc voilà, affaire à suivre. Moi, déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Karim déjà, parce que les contre-attaques italiennes, moi je trouve pas qu'elles soient, ça soit le fouillis ou que ça soit brouillon. Je trouve que c'est des contre-attaques qui sont archi bien construites justement. C'était des attaques placées Ouais, surtout. elles sont archi bien construites. Ouais, mais et en première mi-temps, c'était des attaques placées qui étaient très bien construites aussi. Il y a une idée de jeu qui ressort. C'est le point d'ancrage en profondeur, c'est Pelé avec Eder qui tourne autour. Et ça marche très très bien. Et les changements d'aile aussi, avec le système en 3-5-2, avec les deux latéraux qui étaient hier, Florenzi et Descheglio. Insister sur un côté, déplacer la défense de ce côté-là, ressortir sur le quarterback, on va dire, De Rossi, qui change d'aile sur l'aile opposée pour déstabiliser la défense très vite. Et c'est une vraie idée de jeu. Même si on peut croire qu'avec le jeu long, c'est quelque chose d'hasardeux, c'est très travaillé. Pour suivre la Serie A et avoir l'habitude de voir ce système en place, ils sont vraiment, vraiment au point sur ça. Après, ce que je voulais dire par rapport au collectif et à la défense, c'est sûr qu'elle est individuellement, c'est des très grands défenseurs, surtout Chiellini, Barzagli. Bonucci, c'est un très grand relanceur. Buffon, c'est un très grand gardien. On l'a vu hier, il sort des parades décisives. 39 ans, on le rappelle. Mais c'est le collectif aussi qui défend. C'est de l'attaquant à Buffon, tout le monde défend et tous avec la même idée. On a vu des phases de jeu où tout le bloc se déplaçait. Je ne sais pas si vous avez vu contre la Belgique avec les caméras en hauteur. Et c'est impressionnant de les voir bouger comme un seul homme comme ça sur le terrain. Là, le mérite, il en revient à compter. Et il y avait un truc qui me faisait peur, c'était Candreva, qui est le meilleur joueur pour moi depuis le début de la compétition. Il était absent, ça s'est pas fait ressentir. Meilleur joueur de l'Euro depuis le début? Non, de l'équipe d'Italie. Ah d'accord, merci. Et pas loin d'être l'un des meilleurs. Il est dans le top 5 de l'Euro, je pense, depuis le début. Pour moi, Pour toi? personnellement. Très bien, très bien. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour. Une petite dernière question. Comment vous le voyez, ce quart de finale, justement, des Italiens contre l'Allemagne, ceux qui passent? Et ouais, comment vous le voyez? Est-ce que ce sera une attaque-défense? Est-ce que ce sera, je sais pas, des individualités? Est-ce que ce sera quoi? Comment vous le voyez? Moi, je pense que ce sera une attaque-défense, mais là, comme on le pensait que ça allait être avec les Espagnols, mais là, comme j'ai vu les Allemands, le début du match des Allemands contre les Slovaques, la possession du ballon, le pressing, c'était impressionnant. Je pense qu'au début, dans les 5-10 premières minutes, il y avait peut-être 90% de possession. C'était vraiment un truc de fou. Donc, après, les Italiens, c'est costaud. Ça va peut-être se débloquer sur un coup de pied arrêté. Ou ça va être un gros match, je pense. Donc, on attend ce match avec impatience. Karim, à moi rajouter? Ouais, moi j'attends beaucoup des Allemands pour ce match, moi. J'attends beaucoup de jeux alternés. Parce que franchement, avec le bloc défensif italien, va falloir une bonne tactique. Hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de jouer face à un bloc aussi solide que ça. Moi, je pense que ça va être un gros match. Les Allemands, ouais, au pressing haut, je pense. Ils vont essayer d'étouffer les Italiens.
Les Italiens, je pense qu'ils vont être dans la gestion au début du match. Ils vont laisser la vague passer. S'ils prennent pas de but au début, ça risque d'être compliqué pour les Allemands, je pense. Et ouais, ça va être tactiquement aussi, ça va être un gros match parce que il y a une grosse rigueur aussi au niveau des Allemands, au niveau du placement, parce qu'ils jouent offensif, mais c'est très très organisé. Hein. Et voilà, gros match. Je pense que ça risque d'être le meilleur match de la compétition, je pense. Ouais, pas loin, pas loin. Voilà. Moi, à mon avis, je pense que ce sera la bataille du milieu de terrain, je pense. On a un beau combat et Kroos qui fait un très bon début d'Euro, pour pas dire un bon Euro. Je pense que c'est au milieu de terrain avec ce milieu qui dira Kroos. Qui prendra l'ascendant au milieu, je pense qu'il y aura un avantage. Après, ça peut jouer aussi sur les individualités. Si je veux dire, j'entends par là Draxler qui nous fait un quart de finale, un huitième de finale, pardon, de très haute volée. Je pense que, je sais pas. Je me dis que c'est ces individualités sur les ailes, Draxler d'un côté avec c'est qui son penchant, j'oublie. C'est Müller, merci. Avec Müller de l'autre côté. Je pense que ça peut, s'il y a un déblocage de ce côté-là, ce sera vraiment dû à ses ailiers. Après, à savoir avec qui va jouer en pointe, je pense qu'il va mettre Gomez. S'il l'a mis, le mec il met 2 buts. Donc je pense que ça va être lui avec un point d'ancrage pour justement fatiguer cette défense à 3 avec Bonucci, Barzali et Chiellini. On verra, parce qu'on sait que c'est un attaquant qui pèse sur les défenses. Mais après, ouais, je pense que L'Italie, c'est plus dur de dire comment les Allemands vont jouer que les Italiens. Parce que les Italiens, on a vu. Je pense qu'ils vont rester dans leur registre avec un gros bloc défensif. Et ouais, non, ils vont exploiter. Exactement, ils vont exploiter les contre-attaques. Et puis ouais, ça risque d'être un beau match. Et comme Willy l'a dit, ouais, peut-être le plus beau match de cette Euro. Mais bon, affaire à suivre. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur ce match-là. On a un peu tout vu. Et puis, on revient vers vous avec une nouvelle rubrique. Le 12 commente l'Euro, suite de l'analyse. Oumar au micro. On est de retour parmi vous avec la rubrique que vous attendez tous, hein, le coup de gueule de Willy Wonks. Jingle. Le coup de gueule de Willy Wonks. Bon, aujourd'hui, coup de gueule contre les détracteurs d'Olivier Giroud. Parce que je veux bien entendre que c'est pas le meilleur attaquant de tous les temps ou le meilleur attaquant du monde ou qu'il soit pas dans le top 5 mondial. Mais on n'a pas Karim Benzema, c'est un fait. Il va falloir accepter, se le dire au bout d'un moment. Donc après lui, je pense que c'est la meilleure solution en équipe de France. Et malgré que ce ne soit pas Karim Benzema, il fait ses matchs. Il apporte beaucoup, je trouve. Il a de l'envie, il défend. Et contre l'Irlande, il nous aura bien servi quand même parce que quand Griezmann a été replacé dans l'axe, il lui a été très utile par cette déviation. Et le deuxième but qui nous permet de prendre l'avantage, c'est sur une déviation de Giroud parfaite dans la course d'Antoine Griezmann. Et le carton rouge de l'Irlande, c'est sur une déviation d'Olivier Giroud, pareil, qui joue en pivot et qui lance Antoine Griezmann dans la profondeur. Donc voilà, je veux bien entendre vraiment que c'est pas l'attaquant qui fasse fantasmer tout le peuple, mais il faut arrêter de le critiquer au bout d'un moment. Et si on regarde les statistiques, d'ailleurs, Boubacar peut en attester. Bah ouais, si on regarde les stats, on voit que Giroud en équipe de France, c'est mieux que Karim Benzema, pardon. On sait qu'au niveau du jeu, on sait très bien, tout le monde le sait, moi le premier, que Benzema il est meilleur qu'Olivier Giroud, il n'y a pas de doute. Mais quand on regarde les stats elles ne mentent pas. Benzema c'est une moyenne de 0,33 buts par match et Giroud c'est 0,35. Et quand on regarde le ratio Giroud c'est un but tous les 136 minutes et Benzema un but tous les 196 minutes. Et en plus Benzema il joue beaucoup plus que Giroud. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. Giroud, faut le respecter. Il met des buts, il fait marquer, il participe au jeu. Donc pour ceux qui le critiquent, franchement,
regardez mieux les matchs où Exactement. c'est que vous êtes des pros Benzema mais c'est pas de sa faute si Benzema il est pas là. Donc lui il est là, il fait le boulot. Je pense qu'il faut le respecter. Il fait gagner la France, il fait marquer. Donc s'il vous plaît, un peu de respect pour lui. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Merci, messieurs. Voilà, comme vous voyez, on n'est pas des menteurs. Il vous a sorti les stats. Et ceux qui nous disent qu'il est limité techniquement et compagnie, ben, je pense pas qu'à cette heure-ci, les Italiens, ils se disent oui, Graziano Pelé, il est peut-être un peu trop limité ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont tous derrière leur attaquant. Donc, on devrait prendre exemple sur eux et faire la même chose avec Olivier Giroud. Parce qu'il le mérite vraiment. Ah, moi, je suis pas d'accord, hein, moi, les gars, quand vous parlez de Benzema, au niveau des buts, d'accord, Giroud marque plus que Benzema en équipe de France. Mais est-ce que la France joue mieux avec un Giroud qu'avec un Benzema? Est-ce que Benzema n'est pas là au moment de la dernière passe pour faire marquer la France? Est-ce que Benzema ne sert pas plus que Giroud en équipe de France? Arrêtez de me dire qu'il marque plus que lui. Il a sa place, il est là, c'est un choix, il n'y a pas le choix, non. Mais là, non. Là, tu parles. Là, je suis pas d'accord. Là, tu me dis que Giroud marque plus que Benzema. Là, oui, je suis d'accord. Mais après, est-ce que la France joue mieux avec Giroud qu'avec un Benzema? Non. Mais tu parles dans un débat qui ne peut pas exister. Au niveau des résultats. On vient de te dire que. Oui, d'accord. Mais non, je suis d'accord. Il marque plus que lui en équipe de France. Non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'on vient de te dire que Benzema, dans le jeu, il était meilleur. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que Boubacar a dit. Mais qu'au niveau des statistiques, Giroud était meilleur plus prolifique que Benzema en équipe de France. Je parle pas individuellement. Non, mais je parle en groupe. Est-ce que la France joue pas mieux avec Benzema qu'avec un Giroud? Je parle pas individuellement, moi. Mais c'est ce qu'on vient de te dire. Bah non. Non. Attends, Boubacar, je vais bien lui répéter ce que tu lui as dit parce que. Ce que je viens de dire. Benzema est meilleur que Giroud, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas de la faute de Giroud si Benzema il est pas là. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Benzema il est pas là, certes, il faut faire avec. Mais Giroud, il apporte beaucoup en équipe de France. Il a été décisif plusieurs fois, on le sait. Et voilà, Benzema, tu peux dire ce que tu veux. Benzema en équipe de France, il fait pas tout ce qu'on attend de lui. Il fait beaucoup, mais il fait pas tout ce qu'on attend de lui. Si vraiment il faisait tout ce qu'on attendait de lui, je pense qu'il aurait mis à l'Euro. Bah, au final, non, moi j'ai envie de dire, au final, on ne doit pas parler de Benzema vu qu'il ne participe pas à l'Euro, vu qu'on ne peut pas savoir ce qu'il aurait pu donner, lui, en étant là. On sait très bien ce qu'il aurait pu donner. On connaît ses qualités à Karim Benzema. On sait ce qu'il vaut. On sait très bien qu'il s'entend très bien avec Griezmann. On le sait très bien qu'il y a une entente qui est indéniable entre les deux. Mais Benzema, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, il n'est pas là. C'est malheureux pour nous. Mais heureusement que Giroud il est là pour prendre la place de Benzema aujourd'hui. Ouais, tout simplement. Il n'est pas là et il faut faire ça, c'est tout. Benzema n'est pas là. Après, il y a d'autres solutions. Giroud est là et il fait travail. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. Il y a d'autres solutions. Il faut opérer, je ne sais pas. Il faut voir du côté des Français. Qui on peut rapatrier un Kevin Gamero, par exemple. Bah, tu mettrais Kevin Gamero devant Olivier Giroud en équipe de France? Non, j'essayerais Kevin Gamero. J'ai pas dit que je le mettrais, j'essayerais Kevin Gamero. Moi, je pense qu'il a pas les épaules pour ce niveau-là, je pense. Faut le voir. Après, c'est vrai, Gamero, grosse saison. Ouais, grosse saison. Et voilà, il a pas été appelé pour... Et ça fait je sais pas combien de temps. Ça fait un petit moment. Après, je pense qu'il aurait pu être sur le banc, pour moi. Sur le banc, mais titulaire, non. En plus, ça fait trop longtemps qu'il n'était pas dans le groupe. Le temps qu'il reprenne ses automatismes avec les autres. Oui, mais je propose une solution parce que. Oui, d'accord. Là, Giroud, oui, c'est sûr que c'est le numéro 2 après Benzema, mais. À essayer. Franchement, à essayer. Mais après, en titulaire, moi, je suis sceptique. Pour moi, le titulaire après Benzema, c'est Giroud et personne d'autre. Giroud, il est en dessous de Benzema, mais je pense que Gamero, il est encore en dessous de Giroud. Ouais, mais c'est dit. On ne sait pas que ça peut le faire. Franchement, Gamero, ça peut le faire. Ça peut. Mais voilà. Après, le temps qu'il se réadapte. Faut déjà qu'il le sélectionne. On sait que Giroud, il a l'habitude d'être sélectionné dans le groupe et qu'il connaît à peu près les joueurs qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc voilà. Moi, Olivier Giroud, très bonne performance pour moi. Et franchement, arrêtez de le critiquer pour rien, parce qu'il est grand ou parce qu'il fait le beau gosse et que vous êtes peut-être un peu plus laid que lui. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Il a le droit d'être beau. Il a le droit d'être beau, il a le droit d'être bon aussi. Donc voilà, laissez-le. Merci, messieurs. Très bien. Écoutez, c'était le coup de gueule de Willy Wonks.
Et puis on revient vers vous avec une nouvelle rubrique. Le 12 commente l'Euro, suite de l'analyse avec Oumar. De retour parmi vous, toujours heureux d'être avec vous. Je suis toujours entouré de mon équipe de chroniqueurs. On est de retour avec la rubrique Mercato. Hein, et on va parler un peu de ce qui se fait sur le marché des transferts. Donc, jingle. Le Mercato vu du 12. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Emric. 1, 2, 3. Mkhitaryan. Je suis fatigué. C'est difficile. Ouais. C'est quoi, Emric? Non, laisse tranquille. Mkhitaryan qui a annoncé en partance vers United. Apparemment, ça aurait été Mourinho qui le veut et ce serait quasiment fait. Et on parle d'un transfert à 40 millions d'euros, je crois, s'il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Mkhitaryan à la United, ça a de la gueule quand même, non? Oui, ça a vraiment de la gueule, je trouve. Mais Manchester, moi, je pense qu'il y a beaucoup à reconstruire. Il faut repartir avec un nouveau truc. Je pense que ce sera un bon fer de lance avec Mourinho. Et Mkhitaryan, il sort de deux bonnes saisons, 2 ou 3 bonnes saisons avec Dortmund. Même s'ils ne gagnent rien, ils vont toujours loin en Ligue des Champions. En championnat, ils sont toujours derrière le Bayern, malheureusement, même s'ils n'arrivent pas à gagner. Et donc, Mkhitaryan, franchement, il fait partie des top joueurs. Donc, pour moi, c'est un très bon choix pour Manchester. Et l'arrivée de Zlatan aussi, qui devrait faire ses débuts dans le championnat anglais, ça, je pense que ça a de la gueule aussi. Et voilà, Manchester, franchement, c'est une affaire à suivre parce que ça fait 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans qu'on voit plus le Manchester qu'on connaît. Et voilà, quand je vois les résultats de Manchester de l'année dernière, franchement, j'ai mal à mon football anglais, franchement. Donc voilà, Manchester, affaire à suivre. Pour ma part, Emric, très bon joueur très percutant, va vite vers l'avant, assez adroit devant le but. Donc ouais, ça pourrait être un plus pour Manchester. Après, j'attends toujours de voir le système que Mourinho va mettre en place pour Manchester, vu que ça a été difficile ces dernières années avec Louis van Gaal. Donc ouais, un bon plus pour Manchester. Après, c'est pas les mêmes coachs, hein, je veux dire, il y a une manière de faire aussi. Mourinho, on connaît. Justement, voilà pourquoi je dis que j'attends de voir comment on va mettre en place le groupe de Mourinho, et je pense que c'est pas fini le mercato du côté de Mourinho. Bonne ou mauvaise recrue pour United? Très bonne recrue, Mkhitaryan pour Mourinho. Moi, je pense que c'est une bonne recrue. En tout cas, c'est un très, très, très bon joueur. Étant fan de Dortmund, je pourrais en attester. Et par contre, à voir dans le système de Mourinho, parce que c'est un bon joueur dans un collectif. Dans un collectif comme Dortmund où tout le monde joue avec la même idée de jeu et tout le monde se projette vers l'avant. Mais avec Mourinho, ça sera différent, ce sera une équipe plus solide. Maintenant, Mourinho a l'habitude d'avoir ses joueurs, ses fantaisistes là, devant, qui sont capables de faire des coups de génie. Excusez-moi, je suis fatigué. Des coups de génie devant. Donc à voir si il s'adaptera au jeu anglais ou s'il fera un flop un peu comme Kagawa l'avait fait avant lui. Très bien. Moi, pour ma part, comme Willy Wonk, c'est un très grand fan de Dortmund. Ça me déchire le cœur de voir Mkhitaryan partir. C'est un très bon joueur. Après, voilà, on sait que quand Mourinho il veut un joueur, c'est qui sait ce qu'il va en faire. Donc, ouais, moi, j'attends de voir. Mais bon, pour United, Mkhitaryan, c'est une très bonne recrue. Après, on peut parler aussi de Sadio Mané, un très bon joueur, un très, très bon joueur Il vient de chez nous, qui est annoncé du côté de Liverpool et avec Jürgen Klopp. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Karim? Sadio Mané, aussi un joueur très percutant. Très adroit aussi devant le but, une bonne patte de gauche, une bonne patte droite aussi. Pas de mal à effacer les joueurs, c'est vis-à-vis. Il va très vite aussi. Bonne vision de jeu.
Donc ouais, bonne recrue. Bonne recrue pour Liverpool. Après, à voir aussi comment Klopp va l'utiliser. Bah, club, c'est comme Mourinho, hein. Quand ils veulent un joueur, ils savent très bien comment ils vont l'utiliser. Sadio Mané, ça fait 2 ans maintenant qu'on le voit en Angleterre. Franchement, je l'ai rarement vu perdre des duels en 1 contre 1. Il est petit, il va très vite. En 1 contre 1, c'est presque inarrêtable, des fois, sur certaines actions. Et franchement, s'il est associé à des bons joueurs, bah, je pense que ça fera quelque chose de bien à Liverpool. Ouais, moi pareil. Je connais pas de joueur sur le bout des doigts, mais pour le peu que j'ai vu de lui, un profil très intéressant et à voir avec Jürgen Klopp, qui, comme l'a dit Boubacar, a toujours une idée derrière la tête quand il recrute un joueur. Et ça serait bien qu'il explose avec Liverpool, même pour le football africain, qui manque d'un leader, parce que la génération Yaya Touré, Drogba et tout, elle s'est éteinte. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Donc voilà. Le flambeau. Ouais. Ah non, moi, pour ma part, pour bien suivre la première ligue, c'est un excellent ailier, pour pas dire le meilleur. Et je pense qu'avec Klopp, ouais, Klopp, il va nous le transcender. Je pense qu'il passe un cap. Je pense qu'il passe un cap et je pense qu'on commence à un peu parler de lui sur la scène européenne, encore plus qu'on parle aujourd'hui. Et je pense qu'il passe un cap et très bonne recrue pour Liverpool. Et ouais, non, à voir. J'ai hâte que la saison commence surtout. J'ai hâte que la saison commence. Mais très bon joueur, très percutant. Et super intelligent dans ce qu'il fait. Je veux dire, il joue à Southampton, même s'il était assez bien entouré. Avec Gradiano Pelé, par exemple, c'était un duo dantesque, pour pas dire autre chose. Et, oui, Tadic, très bon joueur, très bon joueur. C'est le trio. C'est une triplette, Le trio, c'est exactement, c'est une exactement. triplette qui se complète bien. Et ouais, je pense que ouais, Jürgen Klopp, il recrute pas pour rien. Et, s'il l'a visé lui, c'est qu'il sait, il sait ce qu'il en fera. Et ouais, très bonne recrue pour Liverpool. Et comme on vous cache rien, bon, même si c'était un peu dans les tuyaux, je viens d'avoir l'alerte. Unai Emery est officiellement intronisé en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain à la place de Laurent Blanc, qui a été démis de ses fonctions il y a 2-3 jours maintenant. Avec un beau cachet. Avec un beau cachet quand même. Donc ouais, on va pas trop le pleurer. Donc ouais, Unai Emery, moi personnellement, pour être supporter du Paris Saint-Germain, je suis super heureux, super content. Je demande à voir comment il va utiliser l'équipe, comment il va utiliser les joueurs qu'il a. Mais ouais, très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas si mes confrères ont d'autres choses à dire par rapport à ça. Moi, Non. pour ma part, je le connais Supporter pas. du PSG ou non. Je le connais pas spécialement, mais bon, je sais ce qu'il a fait avec Séville. 3 Ligues Europa consécutives, c'est pas n'importe qui, ça veut dire. Donc je pense que il fera de bonnes choses avec le PSG et j'attends que la saison commence avec impatience. Pareil, je suis pas Séville régulièrement, mais ses statistiques parlent pour lui, donc à voir. Et vu ce que Séville a donné sur la scène européenne, par contre, à voir l'idée de jeu qu'il va avoir avec le PSG, ça risque d'être intéressant, je pense. Unai Emery, oui, son CV a bien gonflé ces dernières années. Comme l'a dit Boubacar, le triplé en Ligue Europa. Donc ouais, c'est un coach qui doit avoir une bonne tactique et qui a bien fait monter Séville, toujours en haut de tableau du côté de la Liga. Donc on attend de voir comment il va utiliser le Paris Saint-Germain. Pour finir sur l'arrivée d'Unai Emery, quand même, je voudrais quand même féliciter Laurent Blanc pour tout ce qu'il a apporté au PSG ces 3 dernières saisons. 11 titres en 3 ans, c'est pas rien. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour la suite et je pense qu'il va pas avoir de mal à retrouver un bon club dans les tops européens. Surtout qu'il peut se proposer de leur payer 1 ou 2 joueurs à 10 millions.
Donc du coup, on a fait le tour avec le Mercato et puis on revient tout de suite. Le 12 commente l'Euro, suite de l'analyse. Oumar au micro. De retour parmi vous avec cette dernière partie du podcast. Et ouais, on touche à la fin. Et cette dernière partie, comme pour pas changer, on revient avec ma rubrique. Et maintenant, l'analyse du boss. Oumar. Et ce soir, mon analyse, j'avais envie de la faire autour de rien à voir avec l'Euro, mais plus, on va changer d'hémisphère, on va aller en Amérique du Sud, et plus avec la Copa América qui se déroule, vous savez tous, avec la victoire du Chili, encore une fois, au tir au but contre l'Argentine. Et ouais, j'avais envie de parler de Lionel Messi, qui après cette encore désillusion en finale, encore une fois, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Donc c'est un peu une analyse coup de gueule. J'ai piqué un peu à Willy Wonks un peu aujourd'hui parce que pour moi il n'a pas le droit après une désillusion de venir dire qu'il a arrêté la sélection, qu'il fallait laisser la place aux autres ou autres. Moi mon avis c'est qu'il dit ça à chaud. Après je connais pas toutes les raisons du pourquoi du comment, mais il n'a pas après cette désillusion venir nous dire qu'il décide d'arrêter la compétition, qu'il fallait qu'il passe la main aux autres ou truc. Après je pense qu'il se dit peut-être qu'il est maudit, c'est 3 finales d'affilée, 3 finales perdues, et là c'est la deuxième contre le Chili en plus. Donc ouais, ça lui a peut-être mis un coup. Au-delà de ça, je pense que il aurait pas dû venir en conférence de presse à chaud après des désillusions pareilles et cet enchaînement en fait de défaites en finale. Tu viens en conférence, tu sais que tu vas pas dire que je rempile pour X temps d'années, mais la sélection avec la Coupe du Monde aussi qui arrive bien vite, la Coupe du Monde en Russie dans 2 ans. Personnellement, j'espère qu'il va renoncer à ce qu'il a dit et qu'il sera là au moins pour cette dernière Coupe du Monde. Il aura 31 ans certes, mais il doit se servir de ça justement et se dire que si je veux remporter quelque chose avec ma sélection, ce sera, je pense, ma dernière chance. Donc il devrait plus rebondir sur ça et arrêter de nous venir balancer ses balivernes en nous disant qu'il a arrêté la sélection. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est la première fois déjà que je l'ai vu dans cet état, assez effondré. Mais au-delà de ça, c'est les gens qui l'entourent. Je pense à Agüero, je pense à Higuaín, je pense à Mascherano, qui étaient vraiment, je pense à cette génération-là, même s'ils ont moins de 30 ans, qui étaient vraiment abattus. Je les ai vraiment trouvés abattus, vraiment. On s'est dit, ouais, peut-être qu'ils se sont dit, ils ont abdiqué, hein, j'ai envie de dire. Ils ont abdiqué, ils se sont dit, il est temps pour nous de passer la main ou autre. Mais ouais, pour moi, je suis assez sceptique, assez en colère, parce qu'il a dit qu'il a arrêté après ça. Mais j'espère du fond du cœur, sincèrement, qu'il va changer son point de vue. Et surtout que le Maradona en personne, je pensais qu'il aurait été le premier à le descendre. Le Maradona en personne l'a appelé pour lui dire, bon, il a dû lui dire à sa façon, on le connaît, hein, de revenir en sélection, d'arrêter de revenir et de jouer. Et même le président j'ai pas son nom, je pensais que c'était encore la nana pour tout vous dire. Même le président de l'Argentine l'a appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il revienne sur ce qu'il avait dit. Donc ouais, je sais pas, je vais poser la question peut-être à mes compères s'ils ont quelque chose ou pas à rajouter sur cette petite info. Je sais pas. Ouais, comme tu l'as dit, je pense qu'il a dit ça à chaud. Après, c'est pas du tout le moment pour qu'ils arrêtent. Leur génération, je pense qu'ils ont une dernière compétition à jouer dans 2 ans, tous ensemble. Et après, voir si ça le fait pas, prendre une décision. Mais faut pas la prendre à la légère, celle-là. Parce qu'ils sont encore importants, ces mecs-là. Ouais, il est désabusé, il y a de la frustration. C'est la 4e finale qu'il perd avec le maillot de la Libye Céleste. Donc c'est normal. Et c'est pas le seul, d'ailleurs, à vouloir prendre sa retraite internationale, apparemment. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils sont passés le mot avant, parce que sur le site de l'Inter, avant la finale, et on avait Ever Banega qui disait que c'était la dernière chance pour cette génération de gagner un trophée.
Donc, peut-être qu'il s'était dit avant le match que s'ils ne le gagnaient pas, celui-là, ils allaient abandonner et laisser la place aux plus jeunes. Mais jeunes, ils le sont encore aussi. Et 31 ans, à la prochaine Coupe du Monde, je ne pense pas que ce soit un problème pour Messi. Il sera encore performant. Ni pour les autres. je veux Et pour les autres non plus. Et non, ça serait dommage que cette génération dorée parte sans aucun trophée parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment très talentueuse. Moi, je pense que cette nouvelle, ce serait une très grande perte pour l'Argentine. Après, comme vous l'avez tous dit, je pense qu'il a dit à chaud, mais je pense aussi qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la Fédération argentine de football. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il y a beaucoup de problèmes en interne. Donc ça peut être aussi un gros ras-le-bol de la part des joueurs qui... J'ai vu la dernière fois un post de Messi qui disait qu'encore il y avait un problème pour voyager, alors qu'eux ils voulaient simplement jouer au football. Il disait qu'il fallait que les problèmes avec la fédération s'arrêtent. Donc peut-être que c'est aussi un ras-le-bol, peut-être qu'il a aussi réfléchi dans le vestiaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il reviendra, mais ça peut être une décision définitive. Ça serait bien que Cristiano Ronaldo gagne l'Euro. Je pense que ça le remotiverait. Ouais, surtout ça. Je pense qu'il fait ça. Je pense qu'il revient pas du tout, le mec. Je pense qu'il annonce qu'il a arrêté avec le Barça aussi. Non, bah non. Justement, je pense que si Cristiano gagne, il reviendrait. Hein. Moi, Il je se pense dirait, que mais ça comment devient ça, toi tu gagnes ton Euro avec le Portugal, moi je vais partir, mais t'es dingue ou quoi? T'es malade. Ouais, à voir, à voir. Petite guerre d'ego entre les deux. Ouais, à mort. Bon bah écoutez, c'était mon analyse. Hein. On en termine avec vous. On a été heureux de. J'espère que ça vous a plu. On a été heureux de vous présenter ce match-là, Italie-Espagne. Et puis on est de retour avec vous avec le quart de finale. Le prochain quart de finale, je ne saurais pas encore vous dire parce qu'il faut qu'on choisisse lequel on fera. Mais on sera de retour très bientôt avec vous. Et puis, on va finir avec une petite nouveauté. Je vais demander à chacun de donner un peu ses pronos sur les quarts de finale qui arrivent, hein, sur les 4 matchs. Et puis ouais, essayez de voir. Boubi, balance. Tu vois quoi, Paul? Je vois les Polonais. Pologne-Portugal. Je vois les Polonais. Avec ce qui Prono montre depuis le début. Faut que je donne un score. Ouais. Allez, 1-0 pour la Pologne. D'accord. Karim? Pologne-Portugal, moi je vois 2-1 pour le Portugal. 2-1 pour le Portugal, ok. Willy Wonks? 1-0 pour le Portugal. 1-0 Portugal. Moi, pour ma part, ça va être 2-1 Pologne. Avec le réveil de Lewandowski, j'espère. Alors on l'attend tous celui-là. On l'attend vraiment avec Le impatience. numéro 1. On est parti pour aller Pays de Galles, Belgique. Ouais, je pense que les Gallois ils vont faire le boulot, je pense. 2-0 pour le Pays de Galles. Moi je vois le match nul, un partout. Un partout. Ah, mais il faut que quelqu'un passe. Quelqu'un passe et le Pays de Galles qui passe aux prolongations. On est fatigué, on fait le ramadan, faut nous comprendre. Et je vois les Pays de Galles Excusez-nous. qui passent aux prolongations. Ouais, ce match-là, je vois la Belgique passer quand même. D'accord. Donc, Pronostic. ouais, 2-0. Ok, 2-0 Belgique. Moi, je veux une victoire. 2-1 du Pays de Galles. 2-1 du Pays de Galles. Ah, vous êtes audacieux, hein. On prend des risques, non? Je Fustiger sais la pas, je le Belgique hier vois. encore. La Belgique? Non, mais, Ouais. non, mais T'as la dit quoi, Belgique, c'est c'est une très bonne faible. équipe. Bah, Mais voilà. le Pays Pays de Galles, c'est le encore néant. plus faible. Ah d'accord. Bah, Ouais. On verra. on verra. Allemagne, Le Italie. match. Le match. Ce match. Non, Ce match. Karim, ton prono? Allemagne-Italie? Moi je vois une victoire de l'Allemagne. 1-0. 3-0? 1-0. 1-0, excuse-moi. Willy? C'est relou, les gars. Franchement, sur celui-là, Franchement, c'est très relou. c'est Hein. vraiment compliqué de se prononcer sur ce Ah ouais, c'est très relou. Bon, retient. prolongation, Voilà. tir au but et je sais pas, j'ai Peut-être pas envie de donner On, par cœur. on retiendra bien les pronos pour ce match-là. Celui qui trouve chapeau, franchement. Prolong. Prolongation? Prolong et je donne pas de vainqueur parce que c'est vraiment trop dur. Ah, mouille-toi, Moi, tu je te vois mouilles Italie pas. au là. Oh d'accord. Italie tire au but, moi. Tu te mouilles Italie pas. sur au but. Non, moi je pense que Italie quand même. Italie? Ok. Moi, pour ma part, je vais me mouiller. Allez. Je vois victoire de l'Allemagne. 2-0. 2-0. Hein. Ouais, dans le jeu.
Ça marche. Et puis on va finir avec France-Islande. Là, on sera pas très objectif. Mais bon. Moi, Mais personnellement, je le serai. Victoire de la France. Je vois une victoire, 2-0, je vois une victoire de la demi-finale. France 1-0. Assuré pour moi. Quand même. Moi, victoire de la France difficilement, 2-0. Ok. Ouais, victoire de la France. Hein. Et un petit 2-0, ouais. Un petit 2-0. Un petit 2-0. Tu vois 2-0 pour la France? Ouais, un petit 2-0. Ok. Bon, moi, pour moi, ce sera, ouais, je vous l'ai dit, hein, victoire 1-0. Donc, du coup, on a fait le tour. On vous remercie encore une fois pour tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, on revient vers vous avec de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao, Salut. ciao. Ciao, bonne soirée. Salut.